Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau 7-8 l'hebdo. Tout de suite, les titres de ce vendredi 22 mars. 20 ans que FACE Yvelines agit contre l'exclusion. Toute l'équipe était réunie hier à Versailles. Bilan à suivre de ces 2 décennies. Des classes surchargées, une détérioration de l'apprentissage, un accompagnement personnalisé sacrifié ou encore projet de loi de Jean-Michel Blanquer contesté. Nous ferons le point sur la situation avec 2 représentants de la sphère éducative. Semaine de mobilisation, zoom sur l'école française des femmes, mais aussi découvert de la 98e édition de la Foire de Chatou. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Le club d'entreprise FACE Yvelines a 20 ans. Depuis 1999, la fondation Agir contre l'exclusion développe des actions autour de 2 axes, l'éducation et l'emploi. Toute l'équipe était réunie hier à Versailles pour faire le bilan de ces 2 décennies. Aurélie Ronze était sur place. L'équipe de FACE Yvelines réunie pour célébrer les 20 ans du club d'entreprise. Avec ses actions de Job Academy, de graines d'entreprise ou de mentoring, la fondation accompagne depuis 1999 les acteurs économiques dans leur engagement sociétal pour un avenir sans exclusion. Une philosophie qui n'a pas changé depuis 2 décennies. On cherche à faire que les gens qui sont dans le trou, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés à trouver un emploi, retrouvent l'énergie nécessaire pour retrouver eux-mêmes un emploi. Et on essaye de faire que les jeunes qui sont dans les quartiers défavorisés réussissent à avoir un projet professionnel. En 20 ans, le bilan est positif, une centaine de partenaires impliqués, 10 000 personnes ont été accompagnées par la structure, parmi elles Santia. En décembre 2017, nous l'avions suivie lors d'une opération de mentoring au collège Gustave Courbet de Trappes. Alors élève en 3e, elle avait pu découvrir l'univers de l'entreprise Thales et consolider son projet d'orientation. J'ai pu surtout m'améliorer à l'oral parce que c'est pas vraiment quelque chose où je suis à l'aise. Et comme je veux faire du journalisme, je pense que c'est un point fort. Les tuteurs continuent à suivre ces élèves tout au long de l'année. Et on espère bien pouvoir poursuivre ce partenariat avec le collège et le club FACE pour voir l'avenir un petit peu plus loin et essayer de continuer cette action qui est bénéfique pour tout le monde. Objectif de FACE Yvelines pour les prochaines années, continuer à développer ses actions sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi dans le nord de notre département. C'est un chiffre qui sonne un peu comme une surprise. Le 19 mars, 24% des professeurs des écoles étaient en grève selon le ministère de l'Éducation nationale, 41% selon le SNU-IPP, syndicat majoritaire dans le premier degré, qui annonçait des taux de grévistes allant jusqu'à 70% dans certains départements, un taux inédit dans les écoles depuis 2017. Avec nous en plateau pour en parler, Anouk Bertin. Bonjour. Vous êtes enseignante de français au collège de l'Agio à Élancourt et également Bertrand Mesure, co-secrétaire départemental de la SNU-IPP-FSU Yvelines. Bonjour. Alors, ce mardi 19 mars, c'était aussi la journée mondiale du travail social. Pourquoi avoir rejoint le mouvement ? Ça nous paraissait essentiel de passer notre message à ce moment-là. Nous faisons partie donc des fonctionnaires d'État et notre jeunesse était en péril, donc ça collait bien avec le mouvement social. Oui, manifestement, la loi Blanquer ainsi que la loi de transformation de la fonction publique sont des lois qui sont des boîtes à outils qui permettent de casser le service public en général et le service public d'éducation en particulier et de renforcer le caractère très inégalitaire déjà de l'école française pour créer des parcours scolaires à plusieurs vitesses. Alors justement, on va revenir sur vos revendications avec cette mobilisation suivie dans les Yvelines, notamment dans le collège de l'Agio, où 80% des titulaires ont fait grève, notamment pour dénoncer la baisse de la dotation horaire, le nombre d'heures allouées pour l'an prochain en diminution, ce qui entraîne, selon les grévistes, des classes surchargées, une détérioration de l'apprentissage, un accompagnement personnalisé sacrifié. Quelle est la situation actuelle au sein de votre établissement ? Je le rappelle, vous êtes professeur de français au collège de l'Agio à Élancourt. Eh bien, nous avons pour l'instant une classe de 6e à 30, donc nous pouvons voir si les effectifs montent dans les autres niveaux, ce qui est prévu. Ce qui va se produire. C'est-à-dire que nous avons des 6e à 30 et qu'il est très compliqué pour eux d'acquérir de la méthodologie pour les apprentissages,
que l'on a du mal à différencier nos méthodes d'apprentissage pour que chacun puisse s'y retrouver. Nous avons un collège avec une grande hétérogénéité et donc des élèves dyslexiques, des élèves avec porteurs de handicap et des élèves précoces. Donc nous voulons apporter un soin à chacun et à 30, c'est très compliqué. Alors, derrière cette mobilisation, la contestation, il y a un projet de loi pour une école de confiance de Jean-Michel Blanquer, adopté par l'Assemblée nationale. C'est un empilement de 26 articles et 1000 amendements. Alors, je vous ai fait un peu un résumé. Et parmi ces articles, j'en ai sélectionné 4. Je vais vous demander de réagir brièvement. Le premier, article 9, fin de l'évaluation. Donc, cette évaluation de la politique éducative confiée à un conseil d'évaluation de l'école dont 10 des 14 membres seront choisis par le ministre. Cette loi remplace le SNECO, institution indépendante, mise en place également d'auto-évaluation d'établissements et d'écoles. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, ça s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est fait depuis les années 2010, puisque au-delà du CNESCO, il faut savoir aussi que la plupart des rapports des inspecteurs généraux ne sont plus publiés. C'est de l'ordre de 80% de ces rapports qui ne sont plus publiés, alors qu'auparavant, la proportion était inverse en termes de publication. Il y a clairement, depuis une dizaine d'années, en particulier depuis que Jean-Michel Blanquer est arrivé au ministère, puisqu'il avait déjà des responsabilités à cette époque, la volonté de mettre le secret sur ce qui se passe au sein du système éducatif et de faire en sorte que les politiques qui sont menées ne soient pas évaluées à leur juste mesure. Une réaction concernant cet article ? Ce qui est dommage, c'est qu'on nous demande une différenciation pédagogique et que l'évaluation là est globale, donc c'est un peu contraire à cette évaluation différenciée. Le projet de loi prévoit également d'abaisser l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans. Je me tourne vers vous, Bertrand Mesure. Écoutez, clairement, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que, c'est un financement de l'école privée à hauteur de minimum 150 millions d'euros de charges supplémentaires pour les collectivités locales, qui, même s'ils sont compensés par l'État, sont ça de moins qui va vers l'école publique. D'autre part, on sait très bien que sur les territoires où l'école publique n'est pas en mesure d'assurer cette scolarité à 3 ans, comme par exemple en Guyane ou à Mayotte, le ministère ne mettra pas les moyens permettant de l'assurer. Donc c'est clairement un cadeau qui est fait à l'école privée. Et en plus, l'obligation d'accueil à 3 ans va entraîner des contraintes aussi sur un certain nombre de communes qui vont avoir à financer des dortoirs supplémentaires, etc. Et tout ça se fait sans aucune étude d'impact. La loi de Jean-Michel Blanquer propose un pré-recrutement parmi les surveillants. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça dévalorise notre profession, puisque il me semble que ce sont des surveillants à Bac+2 et que on nous demande nous d'avoir le concours. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle personne devant les élèves pour enseigner, et ça me dérange beaucoup. Ça s'inscrit aussi dans la précarisation prévue au travers de la loi Blanquer et des différents articles sur l'expérimentation, et puis aussi sur la loi de refondation de la fonction publique qui prévoit de faire des recrutements massifs de contractuels. Et même si on n'est pas tout à fait dans le même registre, ça s'inscrit vraiment dans cette précarisation. Autre article, le 1B, drapeau tricolore et européen, parole de la Marseillaise obligatoire en classe. Une bonne mesure ? Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur cette mesure. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses essentielles à voir avant d'appliquer cette mesure. Voilà. Je dirais qu'effectivement, les médias, malheureusement, se sont beaucoup concentrés sur cette mesure-là et sur parent 1, parent 2, alors que la réalité de cette loi, c'est une réalité, comme je le disais, de mise en place de systèmes éducatifs très différents et à différentes vitesses, et la volonté de casser l'école française. Je pense que, effectivement, c'est anecdotique, ça manifeste de la dérive réactionnaire et droitière de ce gouvernement, mais c'est pas l'essentiel de la loi et c'est pas ce qui nous inquiète le plus. Il y a des manifestations prévues samedi 30 mars rassemblant l'ensemble de la communauté éducative, enseignants et parents. Que comptez-vous faire ? Il va falloir qu'on se consulte avec les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves, pour voir si nous continuons le mouvement. Voilà.
Et vous, en tant que représentant ? Nous avons d'ores et déjà appelé l'ensemble des collègues à s'informer, à informer les parents. Des réunions avec les parents sont organisées un peu partout sur tout le territoire des Yvelines. Je rappellerai que les Yvelines étaient entre 50 et 60% de grévistes dans le premier degré. Les collègues sont extrêmement inquiets. Ils reçoivent pour l'instant un retour extrêmement favorable des parents qui eux aussi sont inquiets face à ce qui s'annonce. Et ce qui s'annonce, je le répète encore, sans aucune étude d'impact. C'est-à-dire qu'on a mis en place une loi qui va complètement changer le système scolaire français sans qu'il y ait eu aucune étude en amont et sans qu'il y ait eu la volonté politique de l'affirmer. Tout se passe dans le dos des citoyens, tout se passe dans le dos des collègues et c'est inacceptable. On passe tout de suite au reste de l'actualité de la semaine. Coup de projecteur sur une structure qui permet d'apprendre aux femmes étrangères à mieux maîtriser la langue de Molière. Après 6 établissements dans les Hauts-de-Seine, une 7e école française des femmes a ouvert les portes en janvier dernier dans les Yvelines et plus précisément à Mantes-la-Jolie. Ce dispositif unique en France a fêté au château de Versailles ses 10 années d'existence, dispositif que nous fait découvrir Aurélie Ronze. Ambiance studieuse dans cette salle de classe un peu particulière. Nous sommes au centre de vie sociale Aimé Césaire à Mantes-la-Jolie. Depuis le début de l'année, une vingtaine de femmes viennent plusieurs fois par semaine perfectionner leur français au sein de l'École française des femmes. Fondée en 2008 par l'Institut des Hauts-de-Seine, il s'agit du premier établissement yvelinois. Nous proposons du français langue étrangère, ce n'est pas de l'alphabétisation. Donc ce sont des femmes qui sont allées à l'école et qui sont diplômées dans leur pays d'origine. Donc elles ont acquis les automatismes de l'apprentissage, à la différence de l'alphabétisation où là les femmes pour la plupart ne sont pas allées à l'école. Donc on a d'abord les compétences, d'accord ? Après la formation. L'adhésion est de 15 € pour une année scolaire. Après un test de niveau, les femmes sont réparties en plusieurs groupes pour un meilleur apprentissage et doivent s'engager à suivre minimum 4 heures de cours par semaine. En fin d'année, si elles le souhaitent, elles peuvent passer un diplôme d'État, le DELF, diplôme d'études de langue française. Zineb et Zoulira ont toutes les deux un projet professionnel et souhaitaient également mieux s'intégrer. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre certaines choses, on est là, on est comme une équipe. J'ai envie d'apprendre à écrire, à mieux parler, à s'intégrer tout simplement. Et c'est très très bien. Au lieu de rester qu'à la maison, il faut donner du temps pour soi. Émancipation, évolution sociale et professionnelle, voici les valeurs portées par l'Institut des Hauts-de-Seine qui avait choisi le château de Versailles pour fêter ses 10 années d'existence. Au total, plus de 2000 femmes issues de 65 nationalités différentes ont pu bénéficier de ce programme éducatif unique en France, une idée qui a particulièrement séduit le département des Yvelines. L'idée, c'est de pouvoir peut-être aussi le développer sur d'autres quartiers prioritaires au-delà de Mantes-la-Jolie, sachant que sur Mantes-la-Jolie, c'est aussi un ancrage sur le Mantois. Nous, c'est la première année chez nous, à Mantes-la-Jolie. On ne savait pas qu'il y a autant de monde comme ça. Oui, c'est la première fois. C'est ma première visite. Franchement, je trouve ça merveilleux, c'est bien. Fatma, ainsi que les 400 femmes inscrites dans les différentes structures, ont pu bénéficier d'une visite guidée du château de Versailles. L'année dernière, 100% des apprenantes qui ont passé le diplôme d'études de langue française l'ont obtenu. En tant que professeur de français, une petite réaction par rapport à ce reportage ? Oui, c'est une très belle initiative et puis ça développe l'autonomie des femmes, donc forcément je trouve ça très très bien. Bertrand Mesure, que pensez-vous de cette initiative ? Écoutez, moi, je travaille en éducation prioritaire sur Trappes, donc il existe effectivement d'autres structures d'alphabétisation et qui permettent aux femmes d'apprendre à lire et à écrire pour certaines d'entre elles, parce qu'elles n'ont pas eu cette chance dans leur pays. C'est aussi un élément indispensable pour que les enfants puissent s'inscrire dans des parcours scolaires, parce que ça donne du sens à ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Et on le sait, bien entendu, c'est aussi ce qui permet d'améliorer la situation économique et sociale de l'ensemble de la famille, puisqu'on sait que plus le taux d'alphabétisation et le niveau d'études est important chez les femmes, et meilleure la situation sociale d'un pays est.
Cette semaine, c'était le coup d'envoi de la 9e édition de la Semaine de l'Industrie. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie s'est rendue sur le site d'Airbus Defence and Space à Elancourt. Objectif de cette semaine, donner un coup de projecteur sur cette filière et faire découvrir les opportunités professionnelles aux lycéens et collégiens. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Des lycéens de Saint-Quentin en Yvelines venus en apprendre plus sur l'entreprise Airbus Defence and Space. Sur ce site, implanté à Elancourt, des ingénieurs travaillent notamment sur la cybersécurité ou encore l'électronique de défense. On a une nouvelle révolution industrielle qui est devant nous, qui est l'utilisation de logiciels, l'utilisation du big data, l'utilisation du machine learning, de l'intelligence artificielle, tout ça dans de la production qu'on pourrait imaginer pourtant classique. Et ça, c'est l'usine du futur. Une industrie qui se renouvelle et qui offre de nombreuses opportunités d'emploi. Selon la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, 50 000 emplois ne seraient pas pourvus dans ce secteur. Les Français ne savent pas exactement ce qu'est leur industrie. On l'imagine beaucoup comme germinal, des métiers pénibles, des métiers qui payent mal, des métiers qui vont disparaître, alors que c'est tout le contraire. Ce sont des métiers qui payent 20% de plus que l'ensemble des autres secteurs. Ce sont des métiers qui sont durables, ce sont des métiers qui ont du sens. Les visiteurs d'un jour ont pu découvrir les ateliers ainsi que les équipements électroniques spatiaux. Même si toutes et tous ne se destinent pas forcément à une carrière dans cette entreprise, ils ont été impressionnés. Pour moi, c'était une entreprise, mais pas avec une telle ampleur et beaucoup de monde comme ça. Notre message aujourd'hui était de leur faire comprendre que c'était ouvert à tous, que ce n'est pas forcément que des ingénieurs qui viennent travailler chez nous et qu'il y a de la place pour tous les jeunes et que les métiers scientifiques ne sont pas si compliqués que ça. La semaine de l'industrie se poursuit jusqu'au 24 mars avec l'ambition de susciter de nouvelles vocations. La semaine de l'industrie, l'occasion pour les collégiens et lycéens de visiter des entreprises. Ne faudrait-il pas renforcer l'éducation sur le monde des entreprises auprès des lycéens et collégiens ? Oui, ce serait une bonne idée si on avait beaucoup d'heures à consacrer à ça, puisque pour eux, c'est assez abstrait. Je parle notamment au niveau du collège, et que effectivement, ça peut leur donner des pistes de réflexion pour leur orientation. Une mesure dès le plus jeune âge, peut-être ? Écoutez, moi, je serais tenté de dire que c'est bien de montrer des secteurs de pointe, la société et puis les éléments dits productifs par les économistes néolibéraux, mais il ne faut pas oublier non plus qu'une société vit de beaucoup d'autres métiers et qu'en particulier tous les métiers qui sont assurés essentiellement par des femmes sont des métiers qui sont extrêmement précarisés, mal payés, mal reconnus, alors que je ne vois pas comment une société peut continuer à exister, y compris dans ces éléments technologiques les plus pointus, s'il n'y a pas derrière des personnes pour assurer l'entretien, s'il n'y a pas des personnes pour assurer, alors on parle beaucoup en ce moment des EHPAD, on parle beaucoup en ce moment de l'hôpital, et tous ces secteurs-là, qui sont des secteurs qui sont essentiellement portés par les services, qui sont énormément portés par les services publics, sont des secteurs dans lesquels il y a de plus en plus de précarité et des salaires tout à fait indignes. Donc je crois que c'est bien de promouvoir la haute technologie, mais c'est bien aussi de promouvoir ce qui fait l'essentiel d'une société, c'est-à-dire le lien quotidien et la vie quotidienne. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de se dire qu'une société ne vit que de la haute technicité. Merci Bertrand Mesure. Je le rappelle, vous êtes le co-secrétaire départemental du SNU IPP FSU Yvelines. Merci. Anouk Bertin, je le rappelle, vous êtes enseignante de français au Collège de la Geo à Elancourt. Merci à vous d'être venue. Et cette semaine, autre mobilisation avec les agents du secteur de l'action sociale du Conseil départemental des Yvelines. Une manifestation dans le cadre de la journée mondiale du travail social ce mardi 19 mars. Plusieurs revendications, notamment sur le manque de moyens et d'effectifs dans le cadre des missions d'accompagnement social et de protection de l'enfance. Reportage d'Aurélie Ronze. Ils étaient une centaine d'agents du conseil départemental des Yvelines, des travailleurs sociaux manifestant devant l'hôtel du département ce mardi 19 mars à l'appel de la CGT, de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale. Leur principale revendication, la baisse des moyens budgétaires alloués au secteur de l'action sociale des Yvelines. Le constat, c'est qu'en fait, on nous alourdit la charge de travail en créant de nouvelles missions. Des nouvelles missions avec lesquelles on pourrait être d'accord.
On réorganise l'accueil, on réorganise l'enfance, la santé, l'insertion et le travail social. Mais à chaque fois, c'est sans moyens et avec des missions complémentaires. Comment faire plus en ayant moins? Nous, ce qu'on veut, c'est des moyens. On ne peut pas mener la même qualité de service. Et quand on est aux prises avec des familles qui sont surendettées, en procédure d'expulsion, de la violence conjugale, on a une charge mentale lourde à absorber pour mener à bien son travail. Et on se dit, maintenant, j'ai plus que 20 minutes pour gérer ce que je faisais en 1h30, quoi. Assistant social, éducateur spécialisé ou encore conseiller en économie sociale et familiale, les postes occupés par ces agents dans les centres de protection maternelle et infantile ou de planification d'éducation familiale, leur mission, accompagner les publics en difficulté. Nous demandons au département davantage de moyens, de changer sa politique de réduction des effectifs, de réduction budgétaire, en considérant que la priorité d'une collectivité départementale doit être de consacrer son effort, et notamment son effort financier, à destination des familles les plus en difficulté. Sollicité, le conseil départemental n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Ce dimanche se clôture la 98e édition de la Foire de Chatou sur l'île des Impressionnistes, l'occasion de découvrir plus de 500 exposants. C'est la plus grande brocante de France. La 98e Foire internationale de Chatou est installée depuis le 15 mars sur l'île des Impressionnistes. Chaque année, près de 30 000 curieux déambulent dans ses allées. C'est une foire qui permet aux visiteurs de chiner des objets de 1 euro à X. On peut y trouver aussi bien de petits objets que des antiquités dignes de musée. Parmi les 500 exposants présents, Benoît Moreau fête cette année sa 8e participation à cette foire. Ce passionné de brocante restaure des meubles anciens. On a beaucoup de meubles comme ça, c'est des meubles que l'on trouvait dans les administrations milieu du XXe siècle, que l'on aime transformer complètement pour les réadapter et qu'on puisse les utiliser dans un intérieur beaucoup plus contemporain. Voilà, les rendre un peu plus sexy, un peu plus attractifs, et on les modifie pour après leur donner une vraie utilité. Si vous êtes plutôt bijoux anciens, la spécialiste Claudette Picard propose depuis 20 ans sa sélection sur la foire. La brocanteuse coche ce rendez-vous dans son agenda plusieurs mois à l'avance. Elle a une ambiance qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est festif, c'est convivial, tout le monde est heureux de participer, je pense, à cette foire, et les clients sont ravis de venir passer une journée quand il fait beau, même quand il pleut. Pour découvrir ces trésors sous le soleil ou sous la pluie, vous avez jusqu'à ce dimanche 24 mars. La perle rare se trouve peut-être au détour d'une allée. Nous passons à notre rubrique « Ça s'est passé » comme chaque vendredi, retour sur l'actualité à travers nos archives. Et il y a tout juste 19 ans, le début du printemps était marqué au château de Versailles par le début d'une campagne de replantation au lendemain de la tempête Lothar. C'est en ce premier jour de printemps que le château de Versailles tourne enfin la page de la tempête. Un jeune tulipier de Virginie a été replanté aujourd'hui, identique à celui rapporté au XVIIIe siècle par le général Lafayette et abattu en décembre dernier par les intempéries. Un tulipier qui prendra racine au même emplacement, une cérémonie volontairement symbolique autour de l'amitié franco-américaine. Les Américains sont terriblement attachés à Versailles. Et dès qu'il y a eu cette tempête, j'étais aux États-Unis au moment de la tempête. C'était extraordinaire, la solidarité. 4 élèves de l'école de Fayetteville en Géorgie qui a financé l'achat de cet arbre étaient présentes aux côtés d'une représentante de la Maison-Blanche et d'une entreprise américaine, mécène de l'opération qui offre 100 arbres au parc de Versailles. C'est vraiment fantastique. Dans 50 ans, je pourrais venir ici avec mes petits-enfants et leur dire « Quand j'avais votre âge, j'ai planté cet arbre à Versailles ». C'est vraiment magnifique. Le groupe qui est une société américaine, a offert une centaine d'arbres, notamment des essences rares, qui étaient des arbres qui avaient été importés à l'origine par le général Lafayette quand il est venu ici et qui ont été détruits. La campagne de restauration du parc de Versailles a donc commencé. Chacun peut à son tour parrainer un arbre et aider au reboisement.
C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Vous pouvez retrouver l'émission en replay sur notre site internet. Retour de l'information lundi à 18h dans le 7-8 journal. D'ici là, passez un excellent week-end.